Donc, nous, on est tellement coopératifs qu'on va faire la présentation à deux. Hein? On vous présente non seulement un logiciel de présentation vraiment super qui s'appelle Prédi, mais on est surtout ici pour vous présenter effectivement notre coopérative qui est en démarrage. En fait, c'est un tout petit bébé coop, là, on n'a même pas un an. Mais surtout, à travers cette coopérative-là, qui met en place des services bien particuliers, on cherche aussi à vous faire découvrir le modèle de coopérative de solidarité, qui est celui qu'on a adopté. Donc, à travers la petite histoire d'Antidox, c'est la grande histoire des coops de solidarité qui vous sera racontée. Alors, on sait que fonder une coopérative, c'est répondre à un besoin. Nous, le besoin auquel on répond, on est en train de le développer, ou plutôt de faire découvrir aux gens qui ne le savent pas encore qu'ils en ont besoin. Le service particulier qu'on offre, c'est l'animation de communautés de recherche philosophique, qu'on appelle aussi CRP. La CRP, c'est une manière innovatrice d'enseigner la philosophie, ou plutôt c'est une pratique de la réflexion philosophique. À la base, la CRP a été développée pour rendre la philosophie accessible aux enfants, mais pas en leur enseignant la pensée des plus grands auteurs qui ont marqué l'histoire de la philosophie, c'est plutôt en amenant les enfants à penser par et pour eux-mêmes d'une manière qui est philosophique. Ce qu'on fait, en fait, essentiellement, c'est qu'on invite les enfants à entrer en dialogue, à réfléchir ensemble à propos de sujets philosophiques qui les intéressent, qu'ils choisissent eux-mêmes. De cette manière-là, ça leur permet d'avoir une pensée qui est plus claire, à faire des liens entre leurs différentes idées. C'est ce qui permet aux personnes qui prennent part à une CRP de penser avec toujours plus de justesse, de richesse et de créativité. Je vous disais que c'est quelque chose qui se passe dans le dialogue, mais qui se passe aussi d'abord et avant tout dans le plaisir. Parce que le fait de partir des intérêts des gens qui font partie de la CRP, c'est une des intuitions qui est les plus fondamentales au sein de cette pratique-là. Chez les enfants, on peut se demander, mais c'est quoi une question philosophique d'enfant? Je vous donne un exemple. Par exemple, est-ce qu'un ami imaginaire, c'est un vrai ami? Bien, avec une petite question assez cute comme ça, on se retrouve à aborder en même temps des thèmes fondamentaux de l'histoire de la philosophie, comme l'imagination, la vérité et l'amitié. Le rôle de l'enseignant dans la pratique de la CRP, c'est d'accompagner les enfants dans leur questionnement. Contrairement à l'enseignement traditionnel où le professeur est devant la classe pour leur donner les réponses, à l'intérieur de la CRP, le professeur ne possède pas les réponses aux questions philosophiques. En fait, ce en quoi le professeur se distingue des élèves, c'est dans sa maîtrise de différentes opérations de la pensée qui permettent d'explorer les questions philosophiques d'une manière qui est plus rigoureuse. Des exemples d'opérations de la pensée, c'est par exemple apprendre à mieux définir ses termes pour qu'on s'entende sur ce de quoi on parle. Ou ça peut être de donner des exemples qui sont pertinents pour bien illustrer sa pensée, ou la capacité à faire des nuances pour montrer les distinctions entre les concepts voisins qu'on utilise. La CRP s'apparente à une gymnastique de l'esprit. Par exemple, pour l'enseignement de l'éducation physique, un professeur n'aurait jamais l'idée d'asseoir les enfants dans une classe simplement pour leur parler de sport ou pour relater les exploits des grands athlètes qui ont marqué l'histoire. Mais d'un autre côté, pour former les enfants, il ne s'agit pas de les laisser s'agiter n'importe comment dans le gymnase. L'enseignement passe à la fois par la pratique et par la supervision de cette pratique-là. Supervision qui est améliorée par le fait que le professeur possède des connaissances et des compétences concernant le fonctionnement soit du corps ou soit de l'esprit humain. Donc, dans le sport et dans la CRP, on développe des qualités. Les qualités de la pensée qui sont développées, c'est par exemple une pensée qui est plus créative, qui est plus critique et qui est plus autonome, ce qui sont des qualités qui sont analogues à la force, à la souplesse ou à l'agilité que le corps gagne à travers l'exercice physique. Un autre point commun, c'est que la CRP est une activité qui est agréable, qui est stimulante à pratiquer. Et à mesure qu'on la pratique, on s'améliore à travers l'exercice. Un dernier élément qui rend la CRP tellement agréable à pratiquer, c'est qu'il ne s'agit pas d'une opposition, il ne s'agit pas d'un débat philosophique dans lequel on doit déterminer qui a raison et qui a tort. Au contraire, il s'agit d'une recherche collaborative à l'intérieur de laquelle tout le monde collabore. Finalement, tout le monde participe à l'élaboration d'une vision commune pour que tout le monde profite de la clarification du sujet qu'on est en train d'étudier ensemble. C'est pour ça qu'on a tellement confiance dans l'offre de services qu'on veut diffuser dans le grand public,
Parce qu'à travers les années, la plupart des gens qu'on a vus découvrir la CRP soit regrettaient de ne pas l'avoir connue plus tôt, ou soit regrettaient de ne pas avoir davantage d'occasions de la pratiquer à l'extérieur, par exemple des séminaires qui sont offerts à l'Université Laval. Donc, on pourrait dire, dans un sens, que le principal défaut de la CRP, c'est d'être méconnue. Mais en réalité, elle n'est pas si méconnue. C'est une pratique qui existe depuis le début des années 60, qui a pris naissance aux États-Unis, mais qui, depuis, est pratiquée dans vraiment beaucoup de pays du monde. Et d'ailleurs, sa valeur est reconnue par l'UNESCO, qui voit dans cette pratique vraiment une manière de développer l'esprit critique chez les enfants, ce qui leur permet de se prémunir contre les manipulations de tous ordres qui pullulent dans nos sociétés. Et c'est aussi une manière pour l'UNESCO de promouvoir une culture de la paix. Mais si elle a été développée à la base pour les enfants, la CRP s'est montrée une approche utile pour tous les groupes d'âge, pour différentes raisons. Par exemple, on vous a beaucoup parlé des enfants. C'est sûr qu'en général, on va dire que la CRP permet aux enfants de développer une vision du monde qui leur est propre, de donner du sens à leur expérience, de les aider aussi à organiser leurs connaissances. Ça donne une occasion aux adolescents de développer leur esprit critique à travers une pratique du dialogue qui leur permet de dépasser les préjugés et de développer une manière de penser qui est plus juste et plus nuancée. Les adultes profitent de ce nouvel espace pour renouer avec le plaisir de s'étonner, de s'interroger sur les choses que souvent on ne prend pas le temps de remettre en question. Et à travers ce dialogue qui est essentiellement démocratique, prennent le temps de s'arrêter pour réfléchir aux enjeux essentiels de notre société. Les aînés y trouvent un espace où leur expérience est écoutée et prise en compte et reconnue, et ça leur permet de faire un questionnement existentiel sur ce qu'ils ont vécu. Non seulement c'est une pratique qui peut s'adresser à toutes sortes de personnes de tous les âges, mais qu'on peut aussi introduire dans différents milieux. Qu'on pense par exemple au milieu de l'alphabétisation, au milieu carcéral, à la médiation culturelle, à la prévention de la violence, à la relation d'aide, ainsi qu'au milieu entrepreneurial. C'est plein de milieux dans lesquels cette pratique-là nous permet de développer des outils qui sont relatifs au dialogue, à l'écoute, à la relation. Donc maintenant que vous connaissez un peu mieux le service qu'on offre, je vais laisser Myriam nous raconter son histoire et vous allez voir comment graduellement c'est devenu notre histoire à plusieurs d'entre nous. Tout ça commença lors de ma maîtrise à l'Université Laval. J'étudiais en philo pour enfants, justement, puis je commençais à être un petit peu connue dans ce milieu-là. Fait que je me faisais offrir toutes sortes de petits contrats dans les écoles, dans des événements culturels régionaux. Mais bon, j'étais quand même pognée pour avoir 3-4 jobs différents en même temps. Je jumelais ça avec des études à temps plein, quelques implications. Donc, je me retrouvais dans une situation où c'était plus possible de faire concilier tout ça en même temps. Même qu'à l'époque, c'était à la fois drôle et un peu triste de voir Myriam courir partout pour essayer de joindre les deux bouts de son agenda. Pourtant, j'adorais ça, ces petits contrats-là. Je trouvais qu'ils me permettaient de me spécialiser, d'innover, puis de me situer dans un domaine que je considérais qui était vraiment d'avenir. Hein? Domaine d'avenir et philosophie, on trouve que ça peut ne pas nécessairement aller ensemble. Mais je réussissais jamais à accumuler assez de petits contrats comme ça pour en faire un revenu suffisant qui me permette de m'y consacrer à plein temps. Pour ça, il aurait fallu que je fasse vraiment trop de choses toute seule, la publicité, aller chercher des nouveaux contrats, créer des alliances avec d'autres personnes. C'était ingérable pour moi. Mais il fallait trouver un moyen de se consacrer à temps plein à ce projet-là parce qu'on ne voulait pas que la CRP soit un beau projet dont on aurait nourri le rêve pendant nos études avant d'être obligé de le laisser de côté au moment d'intégrer le monde du travail et de se trouver, entre guillemets, une vraie job. C'est là que je me suis demandé comment je pouvais faire pour passer de l'état de travailleuse contractuelle à maître de mon propre destin ou au moins de mon avenir professionnel. En faisant part de mon besoin autour de moi, j'ai réussi à me rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens qui le partageaient. Donc, j'ai rassemblé quelques personnes, dont Marie-Ève, qui partageaient, comme moi, le désir de faire de ce beau grand rêve un cheminement professionnel. Donc, c'est à la fois le constat d'une demande pour ce genre de service et le constat qu'on était plusieurs à partager, la volonté de développer ce service-là qui nous a amenés à transformer ce rêve-là en véritable projet entrepreneurial. Moi, à l'époque, je m'impliquais déjà dans une coopérative à l'Université Laval qui m'a permis de m'impliquer dans le milieu coopératif où je me suis rendu compte, comme on l'a vu tantôt, que c'était un modèle qui permettait de jumeler responsabilité sociale et rentabilité, ce qui me semblait vraiment une idée d'avenir. D'ailleurs, plus on y réfléchissait, plus on se rendait compte que les valeurs fondamentales qui sous-tendent la CRP étaient profondément
cohérente avec les valeurs du milieu coopératif. Alors, c'est ça qui nous a amené à donner la forme de la coopérative à notre projet entrepreneurial. On reconnaît d'ailleurs ici le logo de l'année des coops, hein? Ça a bien tombé, on a créé ça en 2012. Et la forme de la coop nous permettait de concilier l'accomplissement d'une mission sociale et d'un objectif plus terre-à-terre, se créer une job dans notre domaine. Au terme d'une longue journée de réflexion entre philosophes, nous avons réussi à formuler notre mission d'une manière qui nous satisfait, favoriser le développement de la pensée libre, autonome et critique par la diffusion de la communauté de recherche philosophique comme modèle éducatif. Au terme du même genre de réflexion soignée et profonde, nous en sommes venus à baptiser notre projet Antidox, un terme qu'on a construit à partir d'un terme grec, doxa, qui signifie opinion. Donc, antidoxe, ça veut une antidote au prêt-à-penser et ça permet de se prémunir contre les idées reçues et les opinions toutes faites. Donc, rapidement, on rappelle quelques grands principes du modèle coopératif: la propriété collective, l'égalité, un membre, un vote, peu importe l'argent investi par chacun, la gestion démocratique et la participation des membres, tous des principes qui nous séduisaient profondément. C'est sûr qu'on aurait pu se faire une coop de travail, mais en même temps, non, parce qu'on avait d'autres objectifs. On ne voulait pas limiter ce projet-là à nous 6, mais on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de gens qui partageaient un intérêt pour le développement de la philosophie pour enfants, tout en ayant un désir d'implication qui pouvait varier dans le temps ou dans l'énergie qu'ils avaient à fournir. Mais rassembler tous ces gens-là dans le même projet, sous la même bannière, impliquait quand même certaines questions qu'on se posait, comme par exemple: comment réussir à concilier notre désir de créer un emploi dans notre domaine et de créer en même temps un réseau qui soit à la fois ouvert et inclusif? Comment faire pour coordonner toutes les initiatives de manière à ce qu'elles s'inscrivent dans un même projet de manière cohérente au lieu qu'on soit des compétiteurs sur un même marché du travail? Comment faire finalement pour créer un regroupement qui aille chercher les forces de tout le monde, qui permettent de créer une image unifiée tout en allant chercher les forces des individus, puis de créer quelque chose qui soit porteur et favorable? Encore une fois, c'est le modèle coopératif qui nous a fourni la solution. On a passé par le modèle coop de solidarité qui permet de répondre à différents besoins des membres en allant chercher des memberships différents. Alors, on va voir plus en détail les différents types de membership à l'intérieur d'Antidox. Chez Antidox, on a premièrement les membres travailleurs qui sont le cœur de la coopérative. Eux répondent à leurs besoins premiers de se créer un emploi. Et ça nous permet, la coopérative offre toutes sortes de services à ces employés-là. Par exemple, justement, la publication de leurs services, on fait de la promotion, on établit des partenariats, chose qu'on n'était pas capable de faire chacun individuellement de notre côté. Au final, nous, les membres travailleurs, on est ceux qui construisent et qui entretiennent la structure qui rend possible la coordination, la diffusion et la professionnalisation de l'offre de services en animation philosophique. Par la bande, on développe aussi nos compétences en gestion entrepreneuriale et en administration coopérative. Et notre implication quotidienne dans Antidox nous permet de modeler une entreprise qui est vraiment à notre image. Deuxième type de membres très important chez nous, c'est les membres utilisateurs. Donc ça, c'est tous les gens, justement, dont on parlait tantôt, qui voulaient faire partie de la coopérative, mais sans nécessairement souhaiter en faire un emploi dans leur domaine. Pour ces gens-là, la coopérative répond aux besoins de se regrouper, de s'entraider et de se structurer. Donc, ça va être, par exemple, un prof qui va faire appel à la banque de matériel qu'on a chez Antidox pour faire des CRP dans ses classes, des finissants en philo qui vont venir faire des stages de professionnalisation ou des séminaires de formation. Donc, Antidox permet à tous ces gens-là de mettre sur pied leur projet. On pourrait comparer Antidox pour ces gens-là à une boîte de production. De la même manière qu'un scénariste va faire appel à un producteur pour réaliser le film qu'il a dans sa tête, le membre utilisateur va venir cogner à la porte d'Antidox pour qu'on lui donne les moyens de ses ambitions. C'est ça qui nous a permis finalement de regrouper les forces des individus au sein d'une même coopérative, donc de tirer profit de la diversité et de regrouper pour mieux régner. Et finalement, le dernier type de membres, c'est les membres de soutien, ceux qui ne font pas directement appel au service d'Antidox, mais qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous appuyer, pour nous aimer.
La possibilité d'avoir des membres de soutien dans une coopérative existe seulement depuis 1997, moment où la loi sur les coops a subi un changement quand même en profondeur. Avant ça, les coopératives pouvaient accueillir seulement un seul type de membre. Donc, on avait soit des coops de travail, des coops d'utilisateurs. Puis en plus, pour être membre d'une coopérative, il fallait avoir la capacité effective de faire appel aux services de la coopérative. Donc, on ne pouvait pas en être membre si on n'en utilisait pas les services. Dans la loi, le membre utilisateur, c'est toute personne ou société qui a un intérêt économique, social ou culturel dans l'atteinte des objets de la coopérative. Un intérêt économique, ça peut être, par exemple, une épicerie dans un petit village qui deviendrait membre de la station-service du coin qui est devenue une coopérative parce qu'aucune multinationale trouvait pertinent de maintenir le service dans le village, de manière à ce que les gens consomment plus localement et soient moins tentés d'aller faire leurs achats en ville. Chez Antidox, par exemple, la faculté de philosophie de l'Université Laval pourrait devenir membre de soutien de la coopérative parce qu'ils voudraient créer un nouveau débouché d'emploi pour leurs étudiants, puis qu'ils verraient là aussi un bel argument de recrutement pour des étudiants à la faculté. Un intérêt social, ça pourrait être, par exemple, un groupe de défense des droits des aînés qui deviendrait membre d'une coop de santé. Chez nous, c'est beaucoup les gens qui voient l'intérêt social de l'éducation à la pensée critique via la CRP qui vont vouloir être membres de soutien pour des raisons d'intérêt social. Finalement, un intérêt culturel, ça pourrait être, par exemple, un amateur de musique ou un collectif d'artistes qui deviendrait membre d'une salle de spectacle. Chez nous, les gens qui ont un intérêt culturel à la culture de l'effort intellectuel, à la culture de l'ouverture et du dialogue qui sont créés par la CRP vont pouvoir devenir membres de soutien d'Antidox. Donc, finalement, l'originalité de la structure de la coopérative de solidarité réside dans la mobilisation de membres qui proviennent de toutes les catégories pour l'atteinte d'objectifs communs, tout en permettant la satisfaction de besoins variés. C'est aussi un modèle qui offre une belle ouverture au partenariat. Donc, même à côté de l'intercoopération, le fait pour une entreprise de pouvoir être membre de soutien d'une coop permet de favoriser les partenariats. Donc, de manière générale, on peut dire que la coop de solidarité est intéressante parce qu'elle permet de répondre à des besoins différents. Elle permet d'ouvrir la porte à des niveaux d'implication différents, de répondre en même temps à des buts qui sont conciliables, même si ce n'est pas les mêmes. C'est aussi un modèle qui est beaucoup plus flexible que les modèles traditionnels, puis qui permettent que plus de gens prennent part aux décisions, donc de se rapprocher des besoins de la base. Puisque plus on est, plus on a d'idées. Par contre, évidemment, c'est un modèle qui pose aussi un certain nombre de défis parce que, comme dans tout, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Une coopérative de solidarité, ça implique probablement plus de gens à satisfaire. On dit que les besoins sont complémentaires, mais ils peuvent parfois devenir contradictoires. Donc, il faut réussir à répondre à tout ça en même temps. Et par ailleurs, il y a toujours un risque que nos actions se mettent à être dispersées parce qu'en essayant de satisfaire tout le monde, il faut s'assurer qu'on ne se ramasse pas à ne satisfaire personne. Donc, malgré ces défis-là, on pense quand même chez Antidox que le modèle de coopérative de solidarité non seulement répond à nos besoins, mais peut répondre aux besoins d'autres projets qui, comme nous, sortent un peu de l'ordinaire, mais peuvent devenir réalisables par l'existence de cette forme-là d'entrepreneurship. Alors, pour conclure, on peut dire que la coop de solidarité, c'est un modèle d'affaires hors du commun pour des projets hors du commun.